Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Jean Crespin-Sauterniemcy. La dynamique mondiale, comme le système international traditionnel, s'articule autour de certains enjeux centraux. Le développement, la sécurité, la puissance, les identités. Ce ne sont pas seulement les rapports entre territoire et sécurité, enjeux géopolitiques, entre territoire et économie, enjeux géoéconomiques, mais aussi et peut-être surtout entre territoire et culture, enjeux géo-culturels, que le développement oblige à redéfinir. Par principe, ce livre n'est pas étroitement hexagonal, il présente une vue globale, tout du moins africaine. Il a parfois fallu sacrifier le souci de faire international, à l'obligation de faire utile et bref. Ce livre comporte des fiches, présentant le développement en Afrique sous différentes formes. L'interdisciplinarité des sujets traités font de cet ouvrage collectif une exception dans les universités, et plus particulièrement dans les départements de communication, où l'on note les thématiques traitant les mêmes problématiques. La particularité de cet ouvrage collectif, produit d'un chercheur en communication internationale, traitant des sujets d'économique, de santé, des technologies de l'information et communication, des médias, de diversité culturelle avec les études de cas, interroge le développement en Afrique. Comme le souligne le professeur Jean-Louis Roy, cet ouvrage rompt résolument avec ce temps de prédation des intérêts des Africains et de leur société. Sans exclure les contributions de chercheurs et d'experts de l'extérieur, il donne largement la parole à des Africains qui sont, on se surprend d'énoncer une telle évidence, les seuls responsables de leur développement, du rattrapage du retard du continent par rapport aux régions dites développées du monde, pour emprunter à la rhétorique du NEPAD. Cette analyse bien décriée par le professeur démontre juste un système mal développé. Ce mauvais développement justifie le signe du retard du continent africain. Raison pour laquelle, certains pays dits riches et émergents développent un autre discours et parlent de partenariat avec l'Afrique. Ainsi, avec son expression du win-win prononcée en 2005 lors du 45e anniversaire de la conférence de Bandung à Jakarta en Indonésie, où Jintao, président chinois, estime que, du passé glorieux à un futur lumineux, construire un nouveau type de partenariat stratégique entre l'Asie et l'Afrique. Avec sa croissance exceptionnelle, la nouvelle Chine entend redevenir une puissance mondiale et appelle de ses vœux un élan nouveau dans les échanges et du respect. C'est donc d'une véritable offensive économique et diplomatique parfois agressive qu'il s'agit, même si celle-ci est officiellement présentée comme une politique win-win ou gagnant-gagnant. Cette nouvelle stratégie de l'Empire du Milieu suscite aujourd'hui sur le continent africain espoir et controverse, tout en provoquant sur la scène internationale, inquiétude et méfiance. Loin, l'idée de faire de la Chine un exemple parfait du développement, force est de constater que son discours innovant matérialisé par des actes concrets pose un véritable débat sur les coopérations passées. L'Afrique accuse un retard considérable et sans précédent, qui s'accentue de plus en plus avec l'internationalisation et la globalisation. La véritable problématique de cet ouvrage est de se poser la question de savoir si un développement économique et social durable pour le continent africain ne passe pas par la promotion de la recherche scientifique. L'ouvrage traite les thématiques liées aux enjeux du développement. Il faut souligner que la recherche est source de renouvellement du monde, en tant qu'elle contribue à répondre efficacement aux besoins quotidiens des hommes concrets, dans des situations elles-mêmes concrètes. C'est donc une pratique à laquelle tout individu doit avoir droit, afin de faire un sort à la fausse théorie de l'hérédité de l'aptitude intellectuelle souvent déguisée en prédisposition de l'intellect, ou celle encore plus pernicieuse du miracle grec. S'il est une vérité qui, bien que couramment admise, se pose aussi comme une conquête de tous les instants, c'est certainement celle qui conçoit l'intention créatrice comme faculté de tous les êtres humains, comme faculté de l'humanité. Le colloque organisé au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, dont cet ouvrage est l'aboutissement, était inspiré par la nécessité de préserver la diversité culturelle du monde, tout en favorisant les échanges multilatéraux dans la réciprocité. Il a rassemblé des personnes convaincues que la vitalité culturelle et sa libre expression sont essentielles à la vie démocratique, au pluralisme, à la paix entre les peuples. On ne trouvera pas, dans les pages qui suivent,
de simplification résultant d'une approche manichéenne des problèmes qui confrontent les sociétés contemporaines. Bien au contraire, la complexité y est partout reconnue, assumée, respectée. On n'y trouvera pas non plus de solutions miracles mais plus humblement des questions, des propositions, des éléments pour aider à l'explication et à la compréhension. Les auteurs qui proviennent majoritairement du milieu académique mais également des professions de la communication, de l'administration publique et du secteur privé, seront satisfaits s'ils ont pu contribuer à une plus grande ouverture sur l'autre, au dialogue, au respect de la diversité. Il serait trop long d'introduire ici la vingtaine de textes qui composent ce livre. L'exercice serait d'ailleurs inutilement redondant, puisque chaque chapitre est coiffé d'une bonne introduction. En revanche, il importe d'annoncer que l'ouvrage est divisé en 4 parties, touchant davantage les domaines tels que l'économie, la santé, la politique, les médiatico-culturels ou linguistiques. La conférence de René-Jean Ravaud, qui fait le pont entre le développement et l'enveloppement africain, fait ici office de conclusion. Première partie, économie et développement. Chapitre 1, le système comptable OHADA face aux normes internationales. Défis ou nécessaire harmonisation? Saïdatou Diko Anne Fortin. 1.1 Introduction. Avec les phénomènes de la mondialisation, de la globalisation et de la libération économique, les pays en voie de développement et surtout ceux de l'Afrique, continuent de subir une marginalisation économique qui perdure. Sawadogo et Serré, 2002. Une situation qui les met dans une position inconfortable face aux pays développés et aux défis économiques actuels. Dans ce contexte mondial de turbulence, un des moyens de défense et d'épanouissement pour les pays africains est l'intégration économique régionale, l'union des forces. Elle est vue comme la seule issue leur permettant de faire face de manière efficace à un monde changeant et à une concurrence économique grandissante. Mais il s'avère que cette intégration se heurtait à des différences importantes en matière de droits et règlements relatifs aux affaires, ces derniers étant la base même d'une intégration économique possible. D'ailleurs, un des constats établis à la fin des années 1980 était que les investissements se détournaient de l'Afrique essentiellement pour 2 raisons. Premièrement, le cadre juridique qui ne sécurise pas les investisseurs et deuxièmement, le fait que l'information financière soit produite dans un langage incompréhensible par les investisseurs. Sawadogo et Serré, 2002. C'est dans cet ordre d'idées que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, a été créée le 17 octobre 1993 à Port-Louis en île Maurice, par le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé par 16 États africains. L'objectif de l'OHADA est de créer des droits relatifs aux affaires, droits modernes et adaptés au contexte africain, afin de permettre une meilleure intégration économique et un développement harmonieux de l'Afrique. Avant l'adoption de l'OHADA, les investisseurs se heurtaient pour chaque pays à un droit disparate et parfois confus. Conçue initialement pour les pays de la zone franc, l'OHADA est désormais ouverte à tout État africain membre ou non de l'Union africaine. L'un des objectifs importants de l'OHADA, et le plus essentiel, est l'amélioration du climat d'investissement, Mebaï 2004. Les actes uniformes, dont celui concernant le droit comptable, sont d'application directe dans tous les États membres et se substituent aux législations préexistantes dans la mesure où ces dernières sont contraires à celles des actes uniformes OHADA, Payuso 2004. L'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises des États parties, AUOHC, a été adopté le 24 mars 2000 à Yaoundé au Cameroun. Les entreprises des États parties sont ainsi passées au système comptable OHADA, SISCO-OHADA, depuis le 1er janvier 2001 pour les comptes personnels, d'entreprise, et le 1er janvier 2002 pour les comptes consolidés et combinés. Les objectifs assignés au nouveau système comptable, à savoir la modernisation et l'uniformisation des normes comptables, la connaissance plus approfondie du secteur productif et l'unicité des états financiers, font de ce dernier une très grande innovation, comparativement à l'ancien plan comptable OCAM qui était jusque-là utilisé dans la plupart des pays de l'Afrique noire francophone. Malgré ses grandes ambitions et ses nombreux atouts, que nous présenterons dans les prochaines sections, le SISCO-OHADA se heurte à de nouveaux défis économiques mondiaux,
la tendance actuelle dans le monde à adopter les normes comptables internationales suscite de nombreuses interrogations au sujet de l'avenir du Cisco-ADA et par la même occasion, à celui du développement économique de l'Afrique. Quand on sait que, pour attirer des investisseurs, même les pays développés se voient implicitement obligés de passer aux normes internationales, le Cisco-ADA fera-t-il le poids ? Quels sont les défis auxquels celui-ci se heurte ? Dispose-t-il des atouts nécessaires pour y faire face ? Telles sont les questions que nous nous posons, et sur lesquelles nous tenterons d'apporter des réponses. Pour ce faire, nous avons fait appel aux Africains eux-mêmes, car il est important de connaître ce qu'ils en pensent. Que savent-ils des normes comptables internationales ? Comment voient-ils le Cisco-ADA par rapport aux normes internationales ? Sont-ils prêts à un autre changement de référentiel comptable ? Si oui, pour quel type d'entreprise ? Nous avons ainsi mené une enquête par questionnaire auprès des comptables africains, experts comptables en cabinet, praticiens en entreprise, professeurs. Dans les pages qui suivent, les éléments suivants sont présentés successivement. Une réflexion sur les défis du Cisco-ADA face à la normalisation comptable internationale. Les convergences et divergences avec les normes comptables internationales. 2. La méthode de recherche. 3. L'analyse des résultats du sondage. 4. Et les conclusions générales. 1.2 Le poids du Cisco-ADA face aux normes comptables internationales. Pour bien comprendre le contexte dans lequel le nouveau système comptable a été adopté, il est impératif de faire un bref rappel historique de l'évolution de la normalisation comptable dans l'espace OADA. Nous nous concentrons sur l'Afrique noire francophone, car les principaux initiateurs et la majorité des premiers signataires du traité OADA font partie de cette région de l'Afrique. Voir la liste des États parties du traité OADA à la note 2. De plus, ces pays ont une histoire commune en matière de système comptable, une histoire qui reflète la réalité vécue par tous les pays africains compte tenu de leur passé colonial. 1.3 Évolution de la normalisation comptable en Afrique noire francophone. De la période coloniale jusqu'aux premières années d'indépendance, années 1960, des pays de l'Afrique noire francophone, la normalisation comptable dans cette région était essentiellement celle héritée des colonisateurs. Il s'agissait plus particulièrement des plans comptables français de 1947 et de 1957 pour les pays colonisés par la France. Suite à leur accès à l'indépendance, les pays de l'Afrique noire francophone ont immédiatement exprimé le besoin de disposer d'un plan comptable qui leur soit propre. C'est dans cet ordre d'idées que le premier plan comptable propre aux pays africains fut adopté, dans le cadre de l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM. Son adoption a eu lieu à Yaoundé, au Cameroun, en janvier 1970 et il a été dénommé Plan comptable OCAM, Fortin-Edico 2009. Il convient toutefois de dire que ce plan comptable dit africain était largement inspiré des plans comptables français cités plus haut, ceux de 1947 et 1957. Malheureusement, dans les années 1980, l'OCAM a été fragilisé suite à des problèmes de leadership entre quelques pays membres, Sawadogo et Séré 2002. Ces problèmes ont ainsi entraîné sa dissolution en 1985. Suite à cette séparation, certains pays, et plus particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, ont procédé à l'adoption de plans comptables nationaux, par exemple, plan comptable ivoirien, malien, sénégalais. Les pays de l'Afrique centrale, dont le Cameroun fait partie, ont adopté un plan comptable sous-régional, dans le cadre de l'Union douanière des États de l'Afrique centrale UDEAC. Ce plan a été dénommé Plan comptable OCAM-UDEAC, ELAD 1996, COS 2002. Celui-ci est resté en vigueur jusqu'à l'adoption du nouveau système comptable OADA. Le Cisco-ADA comporte une spécificité unique. Adapté aux réalités africaines, il trouve ses origines aussi bien dans la tradition française, inspirée des anciens plans comptables français incluant celui de 1982, que dans le système anglo-saxon. 1.4 Le Cisco-ADA, face aux normes comptables internationales. La question fondamentale que nous nous posons ici est la suivante. Quel est le poids du Cisco-ADA face aux normes comptables internationales aux yeux des investisseurs ? Rappelons qu'en dehors des objectifs spécifiques présentés plus haut, le Cisco-ADA poursuit, à travers l'OADA, deux objectifs majeurs.
à savoir l'intégration économique régionale des pays africains et le rétablissement de la confiance des investisseurs étrangers par une sécurisation juridique et judiciaire du monde des affaires. Si le premier objectif nous semble facilement atteignable, c'est beaucoup moins évident avec le deuxième. Plusieurs éléments dans le droit OHADA facilitent l'intégration économique régionale africaine. D'abord, tous les actes uniformes OHADA, et en particulier celui relatif au droit comptable, sont d'application directe et se substituent aux normes préexistantes locales dans la mesure où ces dernières sont contraires à celles des actes uniformes. Ensuite, l'OHADA est ouverte à l'ensemble des pays de l'Union africaine. Il suffit donc de la volonté de chaque pays pour que l'harmonisation totale soit réalisée. Aussi, les efforts de vulgarisation de l'association UNIDA ainsi que l'appui des principaux partenaires au développement, principalement la Banque mondiale et l'Union européenne, devrait permettre une harmonisation accélérée des actes uniformes OHADA dans l'ensemble des pays africains. Enfin, comparativement aux anciens systèmes comptables jusque-là utilisés en Afrique, le SISC-OHADA représente la normalisation comptable la plus adaptée à ces réalités spécifiques. L'OHADA est un outil juridique imaginé par l'Afrique pour servir l'intégration économique et la croissance, Mebaï 2004. Cependant, le deuxième objectif, à savoir le rétablissement de la confiance des investisseurs, constitue la base même de notre réflexion. Quand nous savons que de nos jours, les investisseurs recherchés, ceux qui interviennent sur les places financières internationales, sont devenus très sensibles aux normes comptables internationales, nous nous demandons si le SISC-OHADA peut permettre aux entreprises de produire une information comptable qui les mette en confiance. Car en effet, nous doutons que les intentions des initiateurs du SISC-OHADA étaient d'attirer uniquement les investisseurs africains. En visant le développement économique, la cible du SISC-OHADA et de l'OHADA en général est sans aucun doute les marchés internationaux. Dans le fonctionnement des marchés de capitaux, les informations comptables et financières occupent une place centrale, car elles constituent les outils sur lesquels s'appuient les décisions d'investissement. Stanga et Benjamin, 1978, Danos et al., 1989, Berry et al., 1993, Katanar et Kemp, 1999. Il est donc important que le processus qui conduit à leur production, à savoir le système comptable, soit fiable, transparent et crédible. À l'heure actuelle, les normes comptables qui donnent le plus confiance aux investisseurs sur le plan mondial sont les normes comptables internationales d'information financière, IFRS. D'ailleurs, la tendance actuelle à adopter ces normes à l'échelle internationale le prouve. En effet, depuis le 1er janvier 2005, l'Union européenne a rendu les IFRS obligatoires pour toutes les entreprises européennes cotées en bourse. La comparabilité, la fiabilité et la transparence des comptes des entreprises, dans le but de faciliter la commercialisation des valeurs mobilières, les fusions et les acquisitions transfrontalières ainsi que les opérations de financement et assurer la compétitivité internationale, tels étaient les principaux objectifs de l'Union européenne lorsqu'elle a décidé d'harmoniser l'information financière des sociétés cotées en bourse. Poursuivant les mêmes objectifs, le Canada a entamé une adoption progressive des IFRS pour une adoption complète pour les exercices financiers débutant à partir du 1er janvier 2011 pour toutes les sociétés cotées en bourse. Ces exemples montrent que, même les pays les plus développés et les plus industrialisés du monde se plient aux exigences actuelles des investisseurs en adoptant les IFRS. Ceux-ci bénéficient donc d'une légitimité qui leur est donnée par les utilisateurs même d'informations comptables et financières, à savoir les investisseurs. Alors, le SISC-OHADA pourra-t-il s'imposer comme normalisation particulière ? Est-ce que le fait que le SISC-OHADA se rapproche des IFRS pourrait lui donner une légitimité internationale ? Rappelons que certains pays européens, l'Angleterre par exemple, avaient un système comptable national proche des IFRS. Malgré cela, les pays de l'Union européenne ont décidé d'adopter les IFRS pour attirer davantage les investisseurs. C'est aussi le cas du Canada. Il nous semble donc que tout est question de légitimité. Le SISC-OHADA saurait-il l'obtenir ? Face à cette situation, l'avenir du SISC-OHADA sur la scène internationale mérite une attention particulière de la part des dirigeants africains. Une réflexion profonde et sérieuse sur la question est indispensable.
Envisager l'adoption des IFRS par les pays africains dans un avenir proche semble irréaliste, compte tenu surtout des efforts d'investissement qu'ils ont déployés dans la mise en place et la vulgarisation du droit au HADA. De plus, même si les moyens nécessaires à la mise en place des IFRS étaient disponibles, est-ce que l'adaptation serait facile ? Déjà que l'étude de Fortin et Dicot 2009 a révélé que même si les utilisateurs des états financiers, notamment les banquiers camerounais, perçoivent une différence entre les informations présentées selon le Cisco-HADA, nouveau système, et le plan comptable OCAM, ancien système, ils ont encore du mal à s'adapter correctement au nouveau système comptable, ce dernier étant plus complexe que l'ancien système. Le passage éventuel du Cisco-HADA au IFRS serait-il plus facile ? Aussi, les pays africains ont connu par le passé des changements de normalisation comptable variés et inadaptés à leurs besoins. Par exemple, en Afrique noire francophone, les plans comptables français de 1947 et 1957 ont été utilisés. Ensuite, le plan comptable OCAM de 1970, suivi de l'utilisation de ses multiples variantes, plan comptable OCAMUDEAC, plan comptable ivoirien, sénégalais, malien, et enfin, l'adoption du Cisco-HADA qui était supposé mettre fin aux nouveaux changements de normalisation comptable et répondre aux préoccupations du développement économique de l'Afrique et de l'accroissement des investissements. Le Cisco-HADA a été adopté comme une réponse aux nombreuses préoccupations des pays africains relatives à la nécessité d'avoir un système comptable propre, moderne et adapté. Il comporte de nombreux atouts dont les deux principaux sont son rapprochement avec les IFRS et son adaptation aux réalités socio-économiques africaines. Cependant, malgré ses points forts, le Cisco-HADA reste vulnérable face à la tendance actuelle à la normalisation comptable internationale. 1.5 Similarité et dissimilarité entre les deux référentiels comptables. Le Cisco-HADA comprend plusieurs éléments qui s'inscrivent dans les origines anglo-saxonnes de la normalisation comptable. Ces éléments font de lui un système comptable qui se rapproche des IFRS sur des points importants de la normalisation comptable, notamment sur le cadre conceptuel, la notion d'image fidèle et les principes comptables fondamentaux, les composantes des états financiers, l'approche économique du bilan, la distinction entre le résultat relevant des activités ordinaires et celui relevant des éléments hors activités ordinaires, et l'ajout de l'état annexé, appelé note aux états financiers dans les IFRS, dans les états financiers obligatoires. 1.6 Le cadre conceptuel. Le cadre conceptuel est l'élément méthodologique important dans la normalisation comptable. Il permet de définir et de limiter les périmètres d'application et d'interprétation des normes comptables, les critères de qualité à respecter dans cette application ainsi que leur finalité. Inspiré du cadre conceptuel de l'IASB de 1989, celui du Cisco-HADA semble plus détaillé et plus précis à certains égards. Organisé en articles, le cadre conceptuel du Cisco-HADA comprend, entre autres, la définition claire des entités astreintes à une tenue de comptabilité, la finalité des informations produites par la comptabilité, les critères de qualité des informations comptables, fiabilité, comparabilité, compréhension, etc., les principes comptables fondamentaux, la composition des états financiers, les aspects de l'organisation comptable, livres, procédures, ainsi que les règles et méthodes d'évaluation et de détermination des résultats. À partir d'environ 60 éléments de comparaison, Ekabouma, 2010, a relevé les différences majeures entre le Cisco-HADA et les IFRS. Seuls 13 éléments de dissimilarité ont été notés par l'auteur entre les deux référentiels comptables. Parmi ces derniers, un seul est lié aux critères de qualité de l'information comptable, plus précisément la définition de la qualité de pertinence de l'information comptable présentée dans le cadre conceptuel des IFRS, mais qui ne semble pas avoir son concept similaire dans le Cisco-HADA, selon Ekabouma, 2010. Or, il nous semble que la notion de pertinence est quand même présente dans le cadre conceptuel du Cisco-HADA. En effet, le concept de pertinence réfère au fait que les informations comptables doivent répondre aux besoins des utilisateurs et donc leur permettre de prendre correctement des décisions. Ainsi, il est noté dans le premier article de l'acte uniforme du Cisco-HADA que toute entreprise au sens de l'article 2 ci-après
doit mettre en place une comptabilité destinée à l'information externe comme à son propre usage. Droit comptable OHADA, article 1, page 1. De plus, l'organisation comptable mise en place dans l'entreprise doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l'authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d'instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l'entreprise, d'instrument de preuve, d'information des tiers et de gestion. Droit comptable OHADA, article 14, page 4. 1.7 La notion d'image fidèle et les principes comptables fondamentaux. Les principes comptables fondamentaux exposés dans le Cisco OHADA sont similaires à ceux des IFRS dont l'application permet d'assurer la qualité des informations et les caractéristiques d'image fidèle de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Tout comme dans le cas des normes internationales, l'image fidèle dans le Cisco OHADA résulte de l'application des principes comptables. Le tableau 1 donne un aperçu de la manière dont ces principes sont exprimés dans les deux référentiels comptables. Ils sont regroupés selon 4 composantes: les principes liés aux prémices de base de la comptabilité, ceux liés aux caractéristiques qualitatives de l'information comptable, ceux liés aux méthodes d'évaluation et ceux liés aux critères de comptabilisation. Tableau 1, principes comptables fondamentaux, comparaison entre les IFRS et le Cisco OHADA. Comme on peut le noter au tableau 1, la plupart des principes comptables des IFRS sont présents dans le Cisco OHADA à l'exception des critères de comptabilisation et du principe du rapprochement des charges au produit. De toute évidence, ces deux derniers éléments n'ont pas de concept similaire dans le Cisco OHADA, comme l'a d'ailleurs souligné Ekabuma, 2010. 1.8 Les composantes des états financiers. Dans les IFRS, les états financiers comprennent un état de la situation financière, un état du résultat global, un état des variations des capitaux propres, un état des flux de trésorerie et des notes explicatives. Dans le Cisco OHADA, les états financiers annuels incluent le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois, ainsi que l'état annexé. En plus, selon les exigences des autorités fiscales de chaque pays, l'entreprise doit produire un état supplémentaire statistique qui est utilisé à des fins fiscales et pour les données macroéconomiques. Tel que l'a souligné Ekabuma, 2010, l'état annexé inclut aussi un état des variations des capitaux propres. Comme on peut le constater à partir du tableau 2, exception faite du résultat global qui n'est pas présenté dans le Cisco OHADA et de l'état supplémentaire statistique qui n'existe pas dans les IFRS, la plupart des états financiers sont similaires dans les deux systèmes comptables, car ils donnent sensiblement les mêmes informations, même si les appellations et les éléments mis en évidence diffèrent quelquefois. Tableau 2, état financier, comparaison entre les IFRS et Cisco OHADA. 1.9 Autres aspects de convergence. En conformité avec les IFRS, la prééminence de l'aspect économique sur l'aspect juridique s'exprime de manière éloquente dans le Cisco OHADA, avec pour conséquence directe l'élargissement du périmètre du bilan. L'un des exemples de cet élargissement concerne l'obligation selon le Cisco OHADA de comptabiliser les biens issus des dettes de crédit bail dans l'actif du bilan de l'entreprise emprunteuse. La contrepartie de la valeur de ce bien sera comptabilisée dans un compte d'emprunt spécialement dédié au crédit bail et inscrit au passif du bilan. L'entreprise amortira le bien suivant sa durée de vie normale, et elle comptabilisera ses amortissements. Tout comme les IFRS, le Cisco OHADA fait la distinction entre les charges et les produits relevant des activités ordinaires, et les autres charges et produits relevant des opérations hors activités ordinaires. Par contre, dans le Cisco OHADA, il n'y a pas d'obligation de présenter le résultat des activités abandonnées de façon distincte. Enfin, comme dernier élément de rapprochement avec les IFRS, le Cisco OHADA oblige les entreprises, soumises au système normal, de présenter un état annexé. Ce dernier comporte tous les éléments de caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers, et qui sont susceptibles d'influencer les jugements relatifs au patrimoine, à la situation financière et aux résultats de l'entreprise, AUOHC 2004, article 33, al. 2. Il en est ainsi pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l'entreprise dans le cadre de son organisation comptable, AUOHC 2004, article 33, al. 3.
L'article 29 ajoute que l'État annexé complète et précise, pour autant que de besoin, l'information donnée par les autres états financiers annuels, page 7. 1.10 Autres éléments de divergence. Les autres éléments de divergence entre les IFRS et le Cisco-ADA, soulignés par Ekabouma, 2010, concernent les aspects suivants pour lesquels il n'existe pas de disposition similaire dans le Cisco-ADA. Actualisation des produits. Paiement fondé sur des actions. Immobilisation corporelle, paiement différé. Amortissement, approche par composant. Immobilisation de placement. Définition esperluette évaluation. Immobilisation incorporelle, acquise lors d'un regroupement d'entreprises. Immobilisation incorporelle, à durée d'utilité indéterminée. Définition esperluette évaluation ultérieure. Provision pour risques et charges, restructuration. Instruments financiers dérivés, définition. Instruments financiers dérivés, comptabilité de couverture. Droit de vote potentiel ou convertible. Il n'y a pas non plus la notion d'impôt futur compte tenu qu'il n'y a pas de divergence entre le système comptable et le système fiscal. Par ailleurs, pour chaque élément des états financiers abordés dans le Cisco-ADA, les modalités et règles énoncées sont moins détaillées que dans les IFRS. 1.1 Méthode de recherche. Pour répondre aux différentes questions et objectifs de cette étude, nous avons procédé à un sondage par questionnaire. En effet, étant donné que notre principal objectif est de connaître l'opinion des Africains sur une éventuelle harmonisation des normes comptables africaines avec les normes internationales, le sondage nous semble être l'approche la plus pertinente. Nous avons donc élaboré un questionnaire comprenant 2 parties. La première partie porte sur l'évaluation du niveau de connaissance des IFRS par les répondants ainsi que de leur opinion, non seulement sur l'adoption éventuelle de ces dernières par les pays africains, mais aussi sur la comparaison entre le référentiel comptable africain Cisco-ADA et l'international IFRS. Et la deuxième partie comprend des questions démographiques. Le questionnaire a été accompagné d'une lettre de présentation du projet de recherche et d'invitation à participer à l'étude. Le choix des répondants a été fait par convenance. En effet, nous n'avons pu obtenir des informations sur la population de comptables africains. Ainsi, il nous a été impossible de procéder à un échantillonnage au hasard. Nos répondants ont été donc rejoints à travers différents moyens, notamment le site internet www.oada.com et nos contacts personnels. Ainsi, le questionnaire et la lettre d'invitation à participer au sondage ont été postés sur le dit site internet auquel environ 100 000 personnes sont abonnées. Cependant, parmi les 100 000 abonnés, il est impossible de savoir le nombre de comptables. De plus, tous ces abonnés ne viennent pas uniquement de l'Afrique. Après avoir répondu aux questions, les participants à l'étude nous ont renvoyé les questionnaires complétés par courriel. Nous avons aussi remis le questionnaire à nos contacts personnels en Afrique, principalement au Mali et au Cameroun, qui se sont chargés de le faire circuler auprès des entreprises et des cabinets comptables. Les réponses ont été obtenues soit par courriel, soit par la poste. Mentionnons que les répondants visés par l'étude étaient soit des experts comptables œuvrant en cabinet comptable, soit des comptables à l'emploi d'entreprise, soit même des professeurs de comptabilité. 1.12 Analyse des résultats variables démographiques. Le tableau 3 présente les statistiques descriptives des variables démographiques de l'échantillon. L'échantillon est constitué d'hommes en majorité, 88,9%. Ceux qui détiennent un diplôme de cycle supérieur représentent environ la moitié, 51,22%. Avec une moyenne d'âge de 36 ans et un nombre moyen d'années d'expérience en comptabilité de 9,8, on peut logiquement conclure que l'opinion des répondants est basée davantage sur leur pratique de la comptabilité. De plus, 93,90% des répondants travaillent en entreprise, 48,78% et en cabinet, 45,12%, ce qui appuie aussi le précédent argument. Par contre, il n'y a que 24,39% des répondants qui détiennent un titre d'expertise comptable. En effet, le pourcentage relativement faible d'experts comptables pourrait s'expliquer par le fait que la plupart du temps,
les Africains sont obligés d'aller à l'étranger, et en particulier dans les pays occidentaux, pour pouvoir passer les examens d'expertise comptable. Voir tableau 3. Par ailleurs, les tests présentés au tableau 3 montrent qu'il n'y a aucune différence significative entre les régions d'Afrique quant à la répartition des répondants selon l'âge, le sexe, le niveau d'études, la détention du titre d'expertise comptable, le nombre d'années d'expérience en comptabilité et le type d'organisme dans lequel ils travaillent. 1.13 Connaissance des IFRS. Le tableau 4 présente les résultats du test de Student, qui permet de savoir si les réponses obtenues sont significativement différentes de 0. En effet, une réponse positive à cette question signifie que les répondants ont un minimum de connaissances et ont eu un minimum de formation, des normes comptables internationales. Comme on peut le constater, tous les résultats sont positifs et significatifs. Ainsi, on pourrait dire que dans l'ensemble, les répondants ont une connaissance minimale leur permettant de comparer les normes comptables internationales aux normes comptables OHADA. Tableau 3, variables démographiques, une comparaison entre régions. Tableau 4, connaissance des IFRS par les répondants. Les différences par région de l'Afrique parmi les questions mentionnées au tableau 4 concernent les connaissances des normes internationales et le suivi de séances de formation. En effet, les répondants de l'Afrique de l'Ouest évaluent leur connaissance des IFRS à un niveau un peu plus élevé que ceux du centre. M égale 3,24 versus 2,54, F égale 3,36, P égale 0,071, non présenté au tableau. Ceci est probablement dû au fait que 60% d'entre eux indiquent avoir suivi des séances de formation sur les IFRS alors que seulement 38,5% des Africains du centre en ont suivi. Chi carré égale 3,16, P égale 0,076, non présenté au tableau. Il y a également des différences entre les répondants selon qu'ils travaillent en cabinet ou en entreprise. Ceux qui travaillent en cabinet jugent qu'ils ont une meilleure connaissance des IFRS que ceux qui œuvrent en entreprise. M égale 3,21 versus 2,53, F égale 3,62, P égale 0,059, non présenté au tableau. Comme ci-dessus, ceci est probablement dû au fait que 63,2% d'entre eux indiquent avoir suivi des séances de formation sur les IFRS alors que seulement 37,5% des répondants qui œuvrent en entreprise en ont suivi. Chi carré égale 5,13, P égale 0,023, non présenté au tableau. Par ailleurs, les participants en cabinet bénéficient davantage de discussions portant sur les IFRS avec d'autres employés de leur entreprise ou des experts externes que les comptables en entreprise. Variables combinées pour les deux questions. M égale 2,45 versus 1,63, F égale 6,10, P égale 0,016, non présenté au tableau. Le tableau 5 présente les corrélations significatives à P, 0,05. Il y a une forte corrélation entre la connaissance des IFRS, les lectures sur ces normes, les formations suivies et les discussions portant sur les IFRS avec d'autres employés de l'entreprise ou des experts externes. Ces corrélations démontrent donc le lien entre les diverses formes d'acquisition de compétences sur les IFRS. Ces corrélations sont également significatives lorsque les réponses des comptables travaillant en cabinet et en entreprise sont analysées séparément. Résultats non présentés sous un tableau. 1.14 Comparaison entre les IFRS et le Cisco OHADA. Selon les résultats présentés au tableau 6, les répondants semblent être en accord, T égale 4,34, P égale 0,000, et de manière très significative avec l'idée selon laquelle les normes comptables internationales sont meilleures que celles du SYSCOAHADA en ce qui a trait aux règles d'évaluation des actifs et passifs, et ils sont en désaccord avec le fait que le Cisco OHADA est semblable aux normes comptables internationales. T égale -2,00, P égale 0,048. Par ailleurs, il semble être plutôt neutre en ce qui concerne les autres affirmations qui stipulent que les règles d'évaluation des actifs et passifs du SYSCOAHADA sont semblables à celles des normes comptables internationales, que le SYSCOAHADA a la même crédibilité auprès des investisseurs internationaux que les normes comptables internationales, et que les états financiers préparés selon le SYSCOAHADA répondent aux besoins des investisseurs internationaux.
Il n'y a aucune différence par région de l'Afrique ou selon le lieu de travail des comptables en ce qui concerne leur opinion sur les IFRS et le Cisco-ADA. Test non présenté. Tableau 6. Opinion des répondants concernant la comparaison entre les IFRS et le Cisco-ADA. Les corrélations significatives AP 0,05 présentées au tableau 5 pour les questions portant sur la comparaison entre le Cisco-ADA et les IFRS mettent en évidence le fort lien positif entre les réponses des répondants pour ces sujets. Ces corrélations sont également significatives lorsque les réponses des comptables travaillant en cabinet et en entreprise sont analysées séparément, sauf pour la corrélation entre la similarité des règles d'évaluation des actifs et passifs selon les deux référentiels et la supériorité des règles d'évaluation des IFRS sur celles du Cisco-ADA. Résultat non présenté au tableau. En effet, seule la corrélation pour les comptables travaillant en entreprise est significative, résultat non présenté. Par ailleurs, ceci est également le cas en ce qui concerne la corrélation significative entre les connaissances des IFRS et l'opinion que ces dernières sont meilleures que les normes du Cisco-ADA en ce qui a trait aux règles d'évaluation des actifs et passifs. 1.15 Les Africains sont-ils prêts à un autre changement de référentiel comptable ? Le tableau 7 présente l'opinion des répondants en ce qui concerne l'adoption des IFRS par les pays africains. La vaste majorité, 94%, considère que les sociétés cotées devraient adopter les IFRS. Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'adoption des IFRS par toutes les sociétés. En effet, la majorité des répondants, 63%, sont d'avis qu'il ne serait pas approprié d'étendre l'application des IFRS à toutes les entreprises. Ces proportions sont significativement différentes de 50%. L'opinion des répondants diffère selon la région d'Afrique à laquelle ils appartiennent. En effet, un plus grand pourcentage des répondants de l'Afrique centrale est d'avis que l'application des IFRS devrait être étendue à toutes les entreprises, 24/50, soit 48%, par rapport à ceux de l'Afrique de l'Ouest, 5/24, soit 20,8%. Cette différence est significative. Il n'y a pas de différence dans l'opinion des répondants pour les deux questions investiguées selon que celui-ci travaille en cabinet ou en entreprise. Résultat non présenté. Tableau 7. Opinion des répondants concernant l'adoption des IFRS. Afin d'analyser les facteurs motivant l'opinion des participants concernant l'adoption des IFRS par toutes les entreprises, une régression logistique a été effectuée. Celle-ci est présentée au tableau 8. La variable dépendante, soit l'adoption des IFRS par toutes les sociétés, adopte-tout, correspond au logarithme de la probabilité d'une réponse positive à l'adoption des IFRS par toutes les sociétés sur la probabilité d'une réponse négative à l'adoption par toutes les sociétés. Ainsi, un signe positif, négatif pour le coefficient β d'une variable indépendante indique que la variable influence positivement ou négativement l'obtention d'une réponse positive à l'adoption des IFRS par toutes les entreprises. Les variables indépendantes expliquant l'opinion favorable des répondantes à l'adoption des IFRS par toutes les entreprises sont les suivantes. L'opinion concernant le fait que l'application des IFRS exige du comptable une formation, IFRS Form. L'opinion à l'effet que les IFRS sont meilleures que les normes du Cisco-ADA en ce qui a trait aux règles d'évaluation des actifs et passifs, IFMELAP. Le lieu de travail des comptables, soit en cabinet, 1 ou en entreprise, 0, ENTCAB. Le suivi de séances de formation sur les IFRS offertes par l'ordre professionnel, un cabinet comptable ou un autre organisme, oui égale 1, non égale 0, forme, et la région de provenance des participants, soit de l'Afrique de l'Ouest, 1 ou de l'Afrique centrale, 0, région. Tableau 8. Analyse de l'opinion des répondants concernant l'adoption des IFRS par toutes les sociétés. Plus les répondants croient que l'application des IFRS exige du comptable une formation, IFRS Form, plus ils sont en faveur de leur adoption par l'ensemble des sociétés. De même, plus ils jugent que les IFRS sont meilleurs que les normes du Cisco-ADA en ce qui a trait aux règles d'évaluation des actifs et passifs, IFMELAP, plus ils sont en faveur de leur adoption par tous. Par ailleurs, les comptables œuvrant en cabinet, ENTCAB, sont davantage favorables à l'adoption généralisée des IFRS,
possiblement parce qu'ils les connaissent davantage que les comptables en entreprise et qu'ils ont suivi davantage de formations que ces derniers tels que souligné à la section 4.2. Toutefois, en même temps, plus les participants ont suivi de formations portant sur les IFRS, moins ils sont favorables à leur adoption par l'ensemble des entreprises. Il en est de même lorsqu'ils participent à la vérification d'états financiers préparés selon les IFRS, ou à des mandats de conseil portant sur de l'information financière préparée selon les IFRS. En effet, dans ces deux cas, ils réalisent alors le niveau de détail et de complexité de ces normes qui les rendent ardus d'application pour les entreprises africaines qui sont majoritairement de très petite et moyenne taille. Finalement, les participants de l'Afrique de l'Ouest sont moins enclins que ceux de l'Afrique centrale à favoriser une adoption généralisée des IFRS. Ce résultat demande une investigation plus poussée, afin de pouvoir en comprendre l'origine. Toutefois, les distinctions culturelles entre ces deux régions pourraient présenter une explication possible. En effet, les Africains de l'Ouest sont résistants en ce qui concerne les changements en provenance de l'étranger. Par ailleurs, on peut noter que ce sont des pays de cette région qui ont adopté des plans comptables particuliers suite à la dissolution de l'OCAM. 1.6 Conclusion. Les résultats de cette recherche indiquent que les participants possèdent un certain niveau de connaissance des IFRS et qu'ils sont en faveur de leur application aux sociétés cotées, mais pas à l'ensemble des sociétés. Des différences régionales sont notées. En effet, les Africains de l'Ouest sont moins en faveur de l'adoption des IFRS pour l'ensemble des sociétés que ceux du centre. De plus, le fait de suivre des séances de formation sur les IFRS et de vérifier ou de participer à des mandats de conseil portant sur des états financiers préparés selon ceux-ci, sont des facteurs qui amènent les participants à être contre leur adoption pour toutes les sociétés. Ceci semble indiquer que plus les participants connaissent la complexité d'application des IFRS, plus ils réalisent que les entreprises africaines qui sont majoritairement des PME ne peuvent supporter le coût de cette application. Par contre, le fait d'exercer en cabinet ou de croire que les IFRS sont meilleurs que les normes du Cisco-ADA, en ce qui a trait aux règles d'évaluation des actifs et passifs, milite en faveur d'une adoption par l'ensemble des sociétés. Ces résultats peuvent être d'intérêt pour les organismes comptables africains, dont l'ONECCA au Cameroun, et l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, organisme regroupant 17 pays africains qui est responsable de l'adoption en 2000 de la loi sur la comptabilité, et être pris en considération dans le cadre des choix futurs concernant l'évolution des normes comptables des pays africains. Malgré son intérêt, cette recherche présente des limites. La principale a trait au fait que l'échantillon n'a pas été sélectionné au hasard, ce qui limite les possibilités de généralisation. Par ailleurs, les répondants devaient avoir accès à Internet afin de participer à l'étude. Ceci peut biaiser la sélection de l'échantillon et en conséquence les résultats de la recherche. De plus, la méthode par questionnaire ne permet pas une étude en profondeur des déterminants de l'opinion concernant l'adoption des IFRS. Une étude utilisant des interviews permettrait de combler cette lacune. 1.17 Bibliographie. Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises CIS dans les États parties, au traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, AUOHC. 2004, Journal officiel de l'OHADA, numéro 10, 4e année, page 1 à 439. Bell, JM 2002. Les principales innovations du système comptable OHADA, ONECCA Info numéro 006, page 26 à 29. Berry, Agi, Faulkner S., Hugues Monsieur et Jarvis R., 1993, Financial Information, The Banker and the Small Business, The British Accounting Review, volume 25, numéro 2, page 131 à 150. CATANACH, AH Junior, et Kemper S. Junior, 1999, The Information Needs of Bank Lending Officers, Commercial Lending Review, volume 14, numéro 3, page 76 à 78. COS, G. 2002, 20 ans de normalisation comptable et de PCG, son influence dans les pays d'Afrique francophone, Revue africaine de gestion, volume 0, www.rag.sn. Danospe, Holt DL et Imhoff EA.
Junior, 1989. The Use of Accounting Information in Bank Lending Decision, Accounting Organizations and Society, volume 14, numéro 3, page 235 à 246. EKABOUMA, David. 2010. Différence majeure entre IFRS et Cisco ADA, Malea Consulting, 31 pages. ELADC 1996, Implementing the OCAM Plan, To Contrasting Case 117A, Advances in International Accounting, volume 9, page 47 à 72. Fortin, Anne et Diko Saïdatou. 2009. The Impact of the New OADA Accounting System on the Judgment and Decision of Cameroonian Bankers. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, volume 25, page 89 à 105. Guyon Y 2004. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, conclusion, petites affiches numéro 205, page 59 à 63. Mebaï K 2004. L'histoire et les objectifs de l'OADA, petites affiches numéro 205, page 4 à 7. Chapitre 2. Croissance économique et développement des marchés financiers dans le contexte africain. Félix Zogning Nyimeya. 2.1 Introduction. Au cours de la décennie 90 et dans la première moitié des années 2000, la libéralisation et la privatisation sont devenus des thèmes dominants dans les stratégies de développement en Afrique. L'évolution des attitudes à l'égard du rôle du secteur privé dans le développement des économies africaines a favorisé le développement des marchés de capitaux. Dans les années 1990, de nombreux pays en Afrique ont érigé des bourses comme condition préalable à l'introduction de l'économie de marché, dans le cadre de la propagation des programmes d'ajustement structurel par les institutions monétaires internationales, Fonds monétaire international et Banque mondiale, et comme outil de facilitation de la privatisation des entreprises publiques. Le continent compte actuellement 23 bourses de valeur, dont une douzaine a démarré leurs opérations dans les années 1990. Cet engouement remarqué pour ces marchés depuis la fin de la décennie 80 indique bien qu'après être longtemps restés en marge de cette formule de mobilisation de l'épargne, les pays africains semblent aujourd'hui avoir perçu l'importance des marchés financiers dans le processus de développement de leurs économies. L'espoir placé dans les marchés financiers comme étant le créneau susceptible de donner un nouveau souffle aux entreprises a été accru par les difficultés de collecte de l'épargne par divers canaux formels ou informels, doublés du faible niveau d'intermédiation financière. La croissance de la capitalisation boursière en Afrique a été décrite comme plus remarquable que celle des économies les plus avancées dans le développement de leurs marchés de capitaux. Les critiques, cependant, affirment que la bourse pourrait ne pas fonctionner de façon efficace dans les pays en développement et qu'il pourrait ne pas être possible pour tous les pays africains de promouvoir des marchés boursiers, au vu des énormes coûts et de la pauvreté de leur structure financière. Signe 1999. Les critiques avancées par un grand nombre d'universitaires au cours de la dernière décennie au sujet de la promotion des marchés financiers dans les pays africains soulève un certain nombre de questions relatives aux avantages pour un pays de se doter d'un marché financier, du rôle supposé important de ce marché financier dans l'allocation des capitaux à l'industrie, de sa relation avec la croissance économique et les déterminants de son développement. Nous procédons dans cette étude à un examen de la relation supposée causale et positive entre le développement du marché financier et l'évolution de la croissance économique d'un échantillon de pays, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Nigeria et Tunisie, afin de ressortir les éléments déterminants ou modérateurs de ce lien causal. 2.2 Développement et rôle des marchés financiers, liquidité et efficience des marchés financiers. Depuis la plaidoirie de Mackinnon et Shaw, 1973, en faveur de la libéralisation financière comme politique devant contribuer à accroître les possibilités de diversification des risques par les institutions financières, des auteurs ont utilisé l'approche multifonctionnelle des marchés pour relier les marchés boursiers à l'efficacité des investissements. Senbet et Ocher, 2005, Levine et Zervos, 1996, Stiglitz, 1985. Selon ces auteurs, les marchés boursiers facilitent d'abord la découverte des prix,
lesquels revêtent un contenu informationnel et transmettent des signaux à différents titulaires de titres sur le marché. Ce qui facilite la prise de décision, permettant l'affectation des ressources et leur utilisation optimale. Ensuite, les marchés boursiers promeuvent une gouvernance efficiente et des mécanismes de contrôle en exerçant des pressions et en instituant de la discipline dans leur fonctionnement. Dans un environnement d'incertitude, les parties au contrat ne peuvent pas facilement observer ou se contrôler les unes les autres, et les mécanismes de contrôle sont coûteux. Les marchés boursiers fournissent alors des mécanismes de contrôle conduisant à un comportement optimal de gestion, et partant, mettent de la pression sur la direction en vue de la prise de mesures correctives. D'autres auteurs sont cependant en désaccord avec ces arguments, soutenant qu'en raison de la dispersion de l'actionnariat, les investisseurs individuels sont relativement réduits dans leur pouvoir et ils n'ont ni la capacité, ni l'incitation d'acquérir les informations nécessaires pour réaliser une allocation efficace de leurs ressources. Singh, 1993-1997. En outre, alors que les marchés boursiers peuvent faciliter la collecte d'informations sur les possibilités d'investissement, ils peuvent aussi rendre ces informations accessibles à tous les participants au marché. Cela crée le problème d'une zone de libre cours qui pourrait décourager les investisseurs de dépenser des ressources pour recueillir de l'information. Stiglitz, 1985. Ainsi, selon ces auteurs, les liens positifs entre les marchés boursiers et l'efficacité des investissements par le biais d'avantages informationnels peuvent ne pas s'avérer. Un consensus général se dégage des études empiriques, indiquant que le développement des marchés boursiers améliore l'efficacité des investissements. La plupart des études menées en Afrique ayant eu des objectifs principalement axés sur les aspects qualitatifs, Nyakerario, 2007, a essayé de combler cette lacune en explorant la relation entre le développement du marché boursier et l'efficacité des investissements. L'étude souligne 3 indications. Tout d'abord, les marchés boursiers africains ont le potentiel d'accroître l'efficacité des investissements, favoriser la création de richesses et du capital à long terme nécessaires pour le développement. Ensuite, un maigre secteur public favorise l'efficacité des investissements. Enfin, la mauvaise gouvernance, mesurée par l'indice de perception de la corruption, est de nature à détourner les efforts des activités productives, ce qui compromet l'efficacité des investissements et l'efficience des marchés. 2.3 Marché boursier et croissance économique. En postulant que les marchés boursiers offrent une autre voie pour la mobilisation de l'épargne dans une économie, il est sous-entendu que ceci permettrait de stimuler l'investissement productif, contribuant ainsi à la croissance économique. Levin et Zervos, 1996, à l'issue d'une étude internationale, 41 pays, conclut que les agrégats du développement d'un marché boursier sont positivement et significativement associés à la croissance économique à long terme. Vencivenga et al., 1996 et Levin, 1991, soutiennent que les marchés boursiers liquides réduisent le risque et baissent le coût de l'investissement dans des projets à long terme, renforçant ainsi les perspectives de croissance. À l'instar de Saint-Paul, 1992, pour qui les marchés financiers ont un impact positif sur la productivité des entreprises, Kyle, 1984, et Bamba, 2001, souscrivent au postulat de l'existence d'une corrélation positive entre le développement du marché boursier et la croissance économique. Ces auteurs font valoir que les économies avec des marchés financiers développés seront en mesure d'atteindre un niveau plus élevé de développement que des économies dotées de marchés moins avancés. Contrairement à ces partisans de la corrélation positive entre les marchés boursiers et la croissance économique, certains auteurs arguent que le développement des marchés boursiers peut être préjudiciable à la croissance économique, en encourageant des prises de contrôle contre-productives pour les entreprises. Schleifer et Summers, 1988 Mork et al., 1990. Pour eux, les marchés boursiers, en encourageant les profits à court terme, ne permettent pas aux dirigeants d'entreprises de se concentrer sur les perspectives à long terme, concernant notamment les investissements, lesquels sont essentiels pour le développement économique. Singh et Weiss, 1998, sont beaucoup plus tranchés. S'il est vrai que les marchés boursiers peuvent attirer les investisseurs et des capitaux étrangers, ces flux ne sont que des spéculations et ne sont souvent pas liés à des activités d'investissement. Les statistiques de l'OCDE, quant à elles,
évalue à 90% la proportion des flux financiers spéculatifs sur les marchés mondiaux. D'autres partisans de ce point de vue soutiennent que le partage du risque intégré par les marchés boursiers peut réduire les taux d'épargne et donc ralentir la croissance économique. Devereux et Smith, 1994. Mayer, 1988 et Stiglitz, 1985, 1994, restent aussi convaincus de la corrélation négative entre développement des bourses et croissance économique. Nzue, 2006. Dans le cadre d'une étude portant sur l'impact du développement de la défunte Bourse des valeurs d'Abidjan, BVA, sur l'économie ivoirienne, va essayer d'accorder les positions antagonistes mentionnées plus haut. De cette étude, il ressort que le PIB est positivement corrélé avec l'investissement de l'État, les dépenses publiques, l'aide publique au développement, l'investissement étranger direct et l'indice de développement boursier, qui intègre le ratio de capitalisation boursière, la liquidité du marché et le ratio de concentration des 4 firmes constituant l'indice de la bourse. Toutefois, lorsque le PIB et l'indice de développement du marché sont analysés de façon autonome, ne sont pas co-intégrés. Le test du lien de causalité indique une causalité unidirectionnelle de l'indice de développement du marché à la croissance économique, mais pas l'inverse. 2.4 Cadre théorique. La nature du lien existant entre les marchés financiers et la croissance économique n'a généralement pas fait l'unanimité auprès des économistes. La théorie de croissance néoclassique considère la croissance démographique et le progrès technique comme déterminants de la croissance économique, au même titre que l'accumulation du capital. La théorie de la croissance keynésienne se concentre en particulier sur le rôle de l'investissement en tant que composante de la demande globale et comme complément au stock de capital. Peirce, 1986. À la lumière de ces déterminants traditionnels de la croissance économique, un certain nombre d'économistes ont exploré les multiples sources de croissance et mesuré les contributions distinctes du plus grand nombre possible d'entre elles, sur des périodes antérieures spécifiques et pour différents pays. Ackley, 1970. Parmi ces sources de croissance on retrouve l'accumulation du capital, offre de travail, la production et bien d'autres variables globales. Dans la mesure où les marchés boursiers contribuent à la mobilisation de l'épargne qui peut conduire à l'investissement, ils peuvent avoir un impact sur la croissance économique. Par conséquent, le développement des marchés financiers peut être considéré comme un déterminant de la croissance. La capacité d'un pays à mobiliser l'épargne se trouve donc cruciale pour sa croissance économique soutenue à long terme. Le développement des marchés boursiers assume ainsi un rôle dans la croissance de l'économie globale, de par l'impact de ces marchés sur la finance d'entreprise. À titre d'exemple, les marchés boursiers, en raison de leur liquidité, permettent aux sociétés d'acquérir rapidement beaucoup de capital nécessaire à leur financement, facilitant de ce fait l'allocation du capital. Cette canalisation efficace de l'épargne qui permet une allocation optimale du capital se traduit par une accélération du taux de croissance. Fort de cette vision, les théories de la croissance endogène assument donc que les marchés financiers facilitent l'allocation des ressources dans l'espace et dans le temps, en œuvrant pour la mobilisation de l'épargne, l'acquisition d'informations, la liquidité et la facilitation de la gestion du risque. Ce qui affecte la croissance économique par l'accumulation du capital, taux d'épargne et réallocation de l'épargne, et l'innovation technologique, Levin, 1997. De ce fait, les marchés financiers favorisent l'allocation des investissements vers les secteurs plus productifs, et permettent ainsi de se rapprocher de l'optimum par une accélération du taux de croissance, laquelle aboutit sur une stimulation de l'activité économique. La causalité qui lie le développement des marchés financiers à la croissance est toujours délicate à démontrer, car les marchés financiers eux-mêmes ne peuvent se développer que grâce à un tissu économique considérable. Un fait qui a parfois tendance à inverser la causalité. Sur la base des théories évoquées ci haut, nous pouvons nous interroger sur la réelle portée de l'émergence d'un marché financier. Concrètement, quel est l'impact de l'expansion et de la liquidité des marchés financiers africains sur le soutien et la relance de la croissance économique des pays concernés? Ceci nous amène à poser l'hypothèse suivante. H1.
Il existe une relation positive entre le développement d'un marché boursier et la croissance économique du pays concerné. Compte tenu du fait que l'émergence d'un marché financier nécessite un tissu économique épais, et au vu des énormes coûts d'établissement ainsi que de la pauvreté des structures financières du continent, nous pouvons poser l'hypothèse suivante. H2. Dans les premières années de vie d'un marché boursier, la croissance économique qui exerce un effet d'entraînement sur le développement boursier. 2.5 L'univers africain des marchés financiers. En Afrique, le marché financier est une conception assez récente qui rentre tout de même progressivement dans les mœurs, du fait de la volonté des institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale, d'encourager les pays africains à promouvoir ce canal de financement qui devrait fournir aux économies sinistrées du continent un outil en plus pour aider les entreprises et les États à lever des capitaux et aux épargnants à placer leurs fonds. Si on dénombre aujourd'hui 23 bourses en Afrique, le continent n'en comptait qu'une dizaine au début des années 90. La première bourse à avoir été créée en Afrique, la Johannesburg Stock Exchange (JSE), a vu le jour en novembre 1887 dans un contexte de découverte et d'exploitation de l'or. Mais il faudra attendre les années 60, période des indépendances sur le continent, pour vivre l'établissement d'un certain nombre de bourses, dont la principale fut la bourse de Tunis, créée en 19691. La bourse était jusque-là beaucoup plus perçue comme un bureau d'enregistrement des transactions que comme un miroir de l'économie ayant sa place dans le financement des entreprises, la capitalisation boursière y atteignant à peine 1% du PIB. Depuis lors, les marchés de gré à gré, over-the-counter markets, sont restés d'actualité dans plusieurs pays. Cette forme de marché boursier, qui constitue généralement un préalable ou une étape vers la création d'un marché boursier, fonctionne encore dans des pays comme le Rwanda, le Gabon et la Gambie. Dans leur écrasante majorité, les bourses des valeurs en Afrique, répertoriées ci-dessous dans le tableau 1, se sont vues instituées par une volonté politique de mobilisation des ressources nationales, notamment dans le cadre des programmes de privatisation des entreprises publiques et du financement des investissements publics. Le Kenya et l'Afrique du Sud sont des exemples de pays où le marché obligataire a financé le développement des infrastructures. Les bourses visent également à attirer les investisseurs étrangers. Les marchés africains ne sont pas étroitement liés à d'autres marchés internationaux, comme c'est le cas en Asie. Bien que cela paraisse comme un inconvénient à leur croissance, cette indépendance a très souvent constitué leur attrait pour les investisseurs à la recherche de marchés qui ne seront pas sensiblement affectés par les chocs de grands marchés mondiaux comme ce fut le cas pendant la crise asiatique dans les années 1990. En outre, les investisseurs cherchent traditionnellement des opportunités de croissance élevées, et l'Afrique offre une occasion unique à cet égard. Les retours sur investissement en Afrique commencent à être très impressionnants, les taux croissance de la capitalisation boursière y étant les plus élevés, et ce malgré des faiblesses inhérentes au marché de capitaux. Tableau 1, répertoire des bourses de valeurs africaines. Malgré la création de nombreuses bourses de valeurs sur le continent depuis la fin des années 80, force est tout de même de constater que les bourses africaines représentent une part infinitésimale de la capitalisation boursière mondiale. Une situation imputable aux obstacles qui entravent le développement du secteur financier en Afrique. Suggérant aux investisseurs canadiens qui souhaiteraient acheter des titres étrangers de n'acquérir que ceux qui sont inscrits à la bourse de New York, Jarislowski écrivait : quant au continent africain, tout ce qu'on peut en dire c'est qu'il baigne dans les dissensions ethniques, les régimes dictatoriaux et les détournements de fonds. Jarislowski 2005, page 32. Une déclaration qui met clairement en évidence la frilosité des investisseurs étrangers à l'égard des places financières africaines, lesquelles présentent les caractéristiques toutes particulières énoncées dans le tableau ci-après. Tableau 2, caractéristiques des bourses africaines. Source, Bayala 2002, Bittner 1999 et Leslie 1998. Fondée en 1993, l'Association des bourses africaines, ACA, s'est donnée pour double objectif de contribuer au développement des bourses et de favoriser la coopération entre elles à l'intérieur des principaux pôles géographiques. Elle vise notamment à rapprocher les bourses du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda en Afrique de l'Est,
la Bourse de Johannesburg et les autres bourses de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, les bourses du Caire et d'Alexandrie en Afrique du Nord, et en Afrique de l'Ouest avec les bourses nationales du Nigeria, du Ghana et la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, qui fait figure de bourse francophone de la sous-région. Cette perspective d'intégration plus avancée des bourses en Afrique de l'Ouest est soutenue par l'abaissement des obstacles à la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et du capital que prône la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, depuis sa création en 1975. 2.6 Méthodologie, échantillons et données. Notre étude portera sur 6 marchés financiers africains, notamment celui de l'Afrique du Sud qui est la première place boursière du continent et la 19e au monde. L'échantillon comprend également les marchés financiers du Ghana, qui affiche la plus forte croissance de la capitalisation boursière, du Kenya, du Nigeria, de la Tunisie et de la zone UEMOA. La zone UEMOA, Union monétaire ouest-africaine qui comprend 8 pays majoritairement francophones d'Afrique de l'Ouest, s'est dotée en 1998 d'une bourse commune, la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, née de la transformation de la Bourse des valeurs d'Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est la seule bourse régionale du continent, qui réunit des pays membres de la même communauté économique, ayant ensemble la même banque centrale, la même monnaie et le même référentiel comptable. Toutes les données portant sur les marchés financiers nationaux, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Nigeria et Tunisie, ont été extraites de la base de données World Development Indicators de la Banque mondiale. Concernant la BRVM, les données de marché proviennent du CREPMF, Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Données macroéconomiques sont quant à elles issues de la base de données du CNUSED, Conférence des Nations Unies pour le développement. 2.7 Variables et modèles. Les variables choisies pour mesurer la croissance économique sont le produit intérieur brut, PIB, et le produit intérieur brut par habitant. Le PIB par habitant étant choisi pour atténuer la variation du PIB global, qui serait due à une variation de la population. Le PIB par habitant utilisé ici est estimé en parité de pouvoir d'achat, afin de geler les effets de l'inflation ou de la déflation dans le temps, ce qui permet d'examiner cet indicateur en dollars constants. Concernant le développement du marché financier, les variables retenues pour le mesurer concernent la taille du marché illustrée par la capitalisation boursière, ainsi que la liquidité du marché, évaluée par le volume des transactions et la valeur des titres transigés. Toutes les variables sont énumérées dans la liste ci-après. Market cap, Market capitalization of listed companies, current US dollar. Stock traded, total value, current US dollar. Listed comp, number of listed companies. Net income, BOP, current US dollar. GDP const GDP, constant $2000. GDP ERCAP const GDP PER capita, constant $2000. CUR-BA ACC-BABAL current account balance, US dollar. Ni gross national income GNI, US dollar. Le modèle de base consiste à rapprocher les indicateurs de développement boursier aux agrégats macroéconomiques de croissance. Le PIB par habitant, le revenu national brut et le solde de la balance commerciale seront donc régressés sur la base de la capitalisation boursière. Ces variables étant endogènes entre elles, nous procéderons à une régression en double moindre carré, 2 SLS, en choisissant les valeurs transigées et le nombre d'entreprises cotées comme instrument pour la capitalisation boursière. Les modèles exécutés seront donc les suivants. A. GDP const égale alpha plus bêta market cap plus epsilon. B. GDP ERCAP const égale alpha plus bêta market cap plus epsilon. C. Ni égale alpha plus bêta market cap plus epsilon. D. CUR-BA ACC-BABAL égale alpha plus bêta market cap plus epsilon. Nous terminerons notre analyse par le test de causalité de Granger, afin de déterminer lequel des deux indicateurs entre la capitalisation boursière et le PIB par habitant, qui sont par ailleurs endogènes, a un effet d'entraînement sur l'autre. Ce test permet de mettre en évidence la causalité d'une variable envers une autre, sans que la réciproque soit vraie.
Développé par Granger, 1969. Ce test sert à déterminer si une variable x est la cause d'une autre variable y, en prenant en compte la propension qu'ont les valeurs passées de y à expliquer sa valeur actuelle, tout en évaluant l'amélioration de l'estimation lorsque les valeurs retardées de x sont intégrées au modèle. Si la variable x se trouve déterminante dans l'estimation de y, ou si les coefficients de ces valeurs retardées sont significativement différents de 0, x peut donc être considéré comme étant la cause de y. 2.8 Résultats statistiques descriptives. Tableau 4. Descriptive Statistics for all 100. À l'exception du nombre de compagnies cotées et du PIB par habitant, toutes les autres variables sont estimées en millions de dollars. Notre échantillon est constitué de bourses de valeurs de diverses tailles, avec le Ghana dont la bourse a vu le jour il y a quelques années, et qui compte actuellement 35 compagnies cotées, avec un minimum de 13 sur la période d'étude. On a également des bourses gigantesques à l'image de celle de l'Afrique du Sud dont la capitalisation boursière, maximum de 833 548 millions de dollars, tutoie celle des places boursières occidentales, avec un pic de 754 entreprises cotées durant la période de l'étude. Tableau 5, corrélation partielle. À une exception près, ces résultats montrent association forte et très significative entre tous les indicateurs de développement boursier et les agrégats de la croissance économique, ce qui suggère l'existence d'un lien qui reste à définir entre les deux catégories de variables. Par ailleurs, la forte et significative corrélation entre la capitalisation boursière et le volume des transactions, 0,9113, ainsi que le nombre d'entreprises cotées, 0,6331, nous permet de choisir ces deux variables comme instrument de la capitalisation boursière dans les équations de régression en double moindre carré, 2SLS, pour expliquer les indicateurs de croissance économique. Le choix de procéder en double moindre carré est guidé par le fait que la capitalisation boursière est endogène aux indicateurs de croissance économique, tels que l'illustrent les résultats au bas du tableau ci-après. Tableau 6. Test de SLS sur la capitalisation boursière comme déterminant de la croissance économique. Significant at 0,01. Test of Endogeneity of market cap. H0, regressor is exogenous. Ou Haussmann F-test, 24.39269F, 1,113, p-value égale 0,00000. Durbin ou Haussmann Chi-SQ test, 20.59463 Chi-SQ1, p-value égale 0,00001. Les résultats des régressions en double moindre carré qui ont permis de geler l'effet d'endogénéité qui lie ces variables, montrent pour tout l'échantillon comme pour chaque pays pris isolément, que la capitalisation boursière explique solidement une grande variation du PIB par habitant et du revenu national brut. Ceci avec des coefficients tous extrêmement significatifs et un R2 allant de 30,5% à 80,28% pour l'explication du PIB, de 34,86% à 73,44% pour l'explication du PIB par habitant, et de 54,58% à 88,73% pour l'explication du revenu national brut. Les constantes sont également quasiment toutes significatives. Afin de s'assurer que les résultats de ces régressions ne sont pas hasardeux, nous procédons à un test de CO-intégration qui nous indiquera si les séries de données concernant chacune des variables sont cointégrées dans le temps. Test de cointégration. Pedroni Residual Cointégration. Test sample, 1988-2008. Included Observation, 126. Cross-section Included, 6. Null Hypothesis, No CO-intégration. Trend Assumption, No Deterministic Trend. User Specified Lag Lengths, 1. Newey West Automatic Bandwidth Selection and Bartlett Kernel. Au vu des résultats du tableau ci-dessus, l'hypothèse nulle qui consiste à affirmer qu'il n'existe pas de CO-intégration est à rejeter au seuil de 5% dans tous les cas de figure, qu'il s'agisse de la relation entre capitalisation boursière avec le PIB par habitant ou revenu national brut. La relation est par ailleurs beaucoup plus nette avec le revenu national brut. Ce qui explique en outre pourquoi au tableau 6,
la variable la mieux expliquée et la plus significativement expliquée par le développement boursier est le revenu national brut, GNI, et ce, pour tous les pays, à l'exception du Kenya. La relation entre les indicateurs boursiers et les agrégats économiques pouvant aller dans les deux sens, nous exécutons le test de causalité de Granger, 1969, qui permet de mettre en évidence la causalité d'une variable envers une autre, sans que la réciproque soit absolument vraie. Le sommaire des résultats de ce test, appliqué entre la capitalisation boursière et les données macroéconomiques, est exposé ci-dessous. Tableau 8. Test de causalité de Granger. Les tests de causalité, effectués avec 2 périodes de retard en ce qui concerne les valeurs passées, indiquent une direction de causalité allant de la performance boursière à la performance macroéconomique pour les pays aux bourses bien établies comme l'Afrique du Sud et le Nigeria, également pour le Kenya qui est moins bien loti mais dont la bourse date de bien longtemps tout de même, 1954, et enfin pour la Côte d'Ivoire dont le marché financier existant depuis 1972 est devenu en 1998 un marché sous-régional, regroupant les 8 pays de la zone UEMOA. La Côte d'Ivoire qui abrite ce marché sous-régional détient 35 des 39 entreprises cotées. Ces liens étroits entre les mesures de développement du marché financier et la croissance économique corroborent avec les théories de la croissance endogène qui prônent un rôle accru du système financier, et notamment des marchés financiers de par leur fonction, pour la relance de la croissance. Notre hypothèse 1 se trouve ici vérifiée et confirmée par les tests de CO-intégration. Les seuls pays pour lesquels la causalité va des agrégats macroéconomiques vers la performance boursière sont le Ghana et la Tunisie. Concernant le Ghana, qui a très souvent obtenu la palme de la meilleure performance boursière, notamment en 2003, 41% de rendement et 2008, 58% de rendement, selon l'agence Exotix Ltd, son marché n'a vu le jour qu'en 1990 et les performances ici saluées ne concernent que quelques 35 entreprises, ce qui explique la difficulté pour ce marché à se retrouver en amont de l'économie. Au sujet de la Tunisie, la relative jeunesse du marché créé en 1969, le faible nombre d'entreprises cotées, 56, et surtout, le faible niveau de capitalisation boursière, 301 000 dinars en 2009, explique le fait que le marché boursier ne soit pas encore en mesure de drainer de la croissance économique. Les cas du Ghana et de la Tunisie valident ainsi notre hypothèse 2. 2.9 Conclusion. Les bourses de valeurs instaurées en Afrique se voulaient dans la plupart des cas un autre levier pour soutenir la croissance économique, à côté du marché monétaire qui ne pouvait plus tout seul soutenir durablement l'organisation des privatisations, en assurant une liquidité aux valeurs mobilières qui peuvent être émises pour toucher un large public. C'est dans ce sens que la création d'un marché financier par des pays africains, en facilitant l'accès des entreprises aux ressources longues pour le financement de leurs investissements, visait en bout de ligne une relance de la croissance, laquelle serait d'ailleurs une perception à l'échelle macroéconomique de l'impact positif du marché boursier sur les performances des entreprises cotées. Le bilan aujourd'hui semble pour le moins mitigé. Quelques pays, Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, ont acquis au fil du temps une tradition boursière et développé ainsi un marché financier d'une grande liquidité, capable de donner un coup d'accélérateur à l'économie. La Côte d'Ivoire, moins performante sur le plan économique que l'Afrique du Sud et le Nigeria, a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu en ouvrant son marché financier à toute la sous-région. Ce qui a de fait élargir son bassin d'épargne. Le Ghana acquiert progressivement une importante culture boursière, mais celle-ci ne porte pas encore ses fruits en raison de l'immaturité de ce marché et de la faiblesse du tissu économique. La Tunisie qui détient des atouts économiques, ne réussit cependant pas à susciter l'enthousiasme de ses entreprises à la chose boursière. Son marché financier a donc beaucoup peu d'impact sur la croissance économique. Tous ces marchés ont sans doute le potentiel d'accroître l'efficacité des investissements, de créer de la richesse et du capital à long terme nécessaires pour le développement des pays concernés. Mais il est clair que le niveau actuel d'intégration à l'économie de la plupart d'entre eux est encore faible. Car la seule institution du marché financier ne suffit pour induire une croissance économique.
Les activités de négociation doivent donc être renforcées par une forme d'éducation et la promotion de la nécessité de mobiliser des capitaux par les marchés boursiers. C'est l'effet conjoint d'un marché bien organisé, d'une augmentation des investissements publics, des dépenses publiques et de l'aide au développement qui va stimuler cette croissance économique. Les politiques de développement devraient donc être globales et intégrées. Tout compte fait, c'est la densité et le dynamisme d'une économie qui garantit le développement d'un marché financier. Et une fois développé, le marché financier est mesure d'impulser cette économie, de créer de la croissance. 2.10 Bibliographie. Aboagye, AQQ, SK. Akoena, Théo. Antwi Assar and A.F. Gokel, African Development Bank, online publication. Ackley, G. 1970. Economic Stabilization and Growth in Enderegelsad. Economics, The Behavioral and Social Science Survey Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. AK, BE, 2010, Développement financier, croissance économique et productivity globale des facteurs en Afrique subsaharienne, African Development Review 22.1, 23-50. AK BZAA, Tom, 2009, Mining in Ghana, Implications for National Economic Development and Poverty Reduction, in B. Campbell, Mining in Africa Regulation and Development, Pluto Press, London, 25 plus petit que 65. Andriana Ivo, Monsieur, NCA. Yarte, 2010, Understanding the Growth of African Financial Markets, African Development Review, 22.3, 394-418. Bamba, Ngala Joel 2001. La construction de marchés LS financiers régionaux dans les pays africains de la zone franc, Proceedings of the Annual Meeting of Finance Ministers of the Franc-Zone Countries. BENCIVENGA, Valérie R. et Smith, Bruce D. et Starr, Ross Monsieur 1996. Equity Markets, Transaction Cost and Capital Accumulation, Illustration, World Bank Economic Review, Oxford University Press, volume 10-2, page 241-65, May. BISSESSAR, N 2009, Dose corruption persiste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.